Bonjour tout le monde, comment allez-vous? Aujourd'hui nous sommes mardi et on se retrouve pour un tout nouveau récap de l'actualité spatiale asiatique. Ne perdons pas de temps, c'est parti. Des lancements à tout va en Russie. Ces 2 dernières semaines, la Russie a réussi 5 nouveaux lancements. Le premier du 10 octobre avait comme lanceur une Soyouz 2.1B frégate M qui a décollé depuis le cosmodrome de Pletsetsk. L'objectif était de déployer le satellite de navigation GLONASS K1 numéro 17 faisant partie de la constellation GLONASS, soit le GPS russe. Puis ensuite, 2 jours après, une Proton M a été lancée depuis le cosmodrome de Baïkonour pour déployer le satellite de télécommunication ANGOSat-2 suite à la perte du premier satellite vers 2018. À travers ce satellite produit par RKK Energia et opéré par le gouvernement angolais, on constate que la Russie peut maintenir une activité commerciale à l'international à l'aide de ses industriels. Mais attention, les lancements n'ont pas cessé car le 15, GKNPZ Khronichev a tiré une Angara 1.2 pour placer en orbite le satellite espion Cosmos 2560 sur une orbite héliosynchrone, tandis qu'une Soyouz 2.1V a placé des charges militaires top secrètes ce 19 octobre. Néanmoins, pour conclure sur les lancements russes, le 22 octobre, 2 satellites Gonets M et Skif-D, un prototype pour la constellation Skif, ont été placés en orbite avec succès via une Soyouz 2.1B frégate M. Pour rappel, la constellation Skif sera une constellation Internet développée par la Russie qui compte bien déployer son service sur son territoire, mais également sur le territoire de ses alliés. Une force robotique russe sur la Lune. Alors que le programme russe Luna rencontre de nombreux retards, des accords entre la Russie et la Chine devraient bientôt arriver. Alors ces accords concernent la construction de la base de recherche lunaire ILRS qui vont être actés très prochainement. Néanmoins, le retard russe dans la robotique pour Roscosmos et ses prestataires pourrait bel et bien impacter le développement de la base, tandis que la Chine devra certainement trouver plusieurs partenaires en plus de la Russie. Cependant, les Russes d'Android Technics, les concepteurs de Fedor, ont partagé un concept d'un robot devant opérer sur la surface de la Lune. Personnellement, je l'appelle Astrocentaur car il est mi-robot humanoïde, mi-astromobile, mais je vais vous avouer que je me demande vraiment si ce concept est bel et bien sérieux. Car personnellement, cela ne reste que mon avis, je le trouve impertinent pour cet environnement. Par ailleurs, l'industrie robotique russe va devoir monter de plus en plus en compétences, surtout que la future station spatiale Ross du pays a pour but d'être robotisée au maximum. Bref, cette affaire est à suivre de près, mais n'hésitez pas à me partager votre ressenti et nous allons basculer sur les infos nous provenant de Chine. Un télescope spatial en vue pour la Chine. Cette semaine, la politique chinoise a été marquée par un congrès du Parti communiste. Lors de cette assemblée, le secrétaire général du parti et président Xi Jinping a défendu sa position sur sa politique spatiale qui a su se concentrer sur l'exploration de la Lune, de Mars et de l'espace lointain. Par ailleurs, la semaine précédente, une photo dévoilait une partie du télescope spatial Xuntian qui est presque terminée. Ce premier grand télescope sera un outil important pour les scientifiques du pays qui d'ailleurs s'appuiera notamment sur la présence de la station Tiangong en orbite. En effet, cette station spatiale servira de station de maintenance pour le télescope dans l'optique d'augmenter sa durée de vie tout en le modernisant. Cependant, actuellement, aucune date n'a été donnée officiellement, mais un lancement pour l'année prochaine reste une possibilité, surtout que les choses ont l'air de s'accélérer dans le bâtiment d'assemblage. Le marché des lanceurs en pleine ébullition. Ces 10 derniers mois, le géant national Casque a tiré un total de 39 fusées. Mais bon, comme nous le savons tous, ce groupe est actuellement surexploité par le gouvernement, les institutions et les entreprises de Chine pour diverses missions spatiales. Par exemple, CAS, l'Académie des sciences de Chine, a conclu un nouvel accord de coopération avec Casque pour de prochaines missions de lancement. Mais pour répondre à la forte demande, le groupe va déployer notamment son nouveau lanceur léger Tianlong 3 ou Smart Dragon 3, pouvant être lancé depuis une barge en mer comme sur Terre. D'ailleurs, lors du vol inaugural, le satellite CAS-5A de CAS est attendu, tandis que le vol est prévu dans quelques semaines. Néanmoins, pour répondre à ses besoins en interne, la filiale commerciale CAS Space est en plein développement de sa famille de fusées Zhonke et récemment, des éléments ont subi des tests de vibration dans les locaux de l'entreprise. Par ailleurs, les startups chinoises se sont aussi créées une certaine présence dans l'actu. En effet, chez Deep Blue Aerospace, l'entreprise a annoncé qu'elle vise un premier vol orbital pour sa Nebula One à l'année 2024. L'objectif de la mission sera de déployer la charge en orbite tout en récupérant le premier étage. Mais entre 2022 et 2024,
des essais à moyenne altitude auront lieu où l'objectif sera de tester la récupération sans vraiment ce vol orbital. De plus, sur un autre point, Landspace se prépare à lancer sa fusée Juche 2 le 4 septembre 2022, alors que nous n'avons pas de nouvelles d'iSpace depuis quelques temps suite à son dernier échec. L'Inde lance des satellites OneWeb. Le 22 octobre, l'Inde a lancé sa GSLV Mark III dans l'objectif de déployer 36 satellites de la constellation Internet OneWeb. Pour rappel, cette mission commandée par l'entreprise OneWeb est survenue mi-2022 suite à l'arrêt des lancements de satellites européens sur des fusées russes. Cependant, outre la branche commerciale de l'agence indienne l'ISRO, SpaceX, l'entreprise d'Elon Musk, a également obtenu un contrat. Un échec cuisant pour le Japon. Le 12 octobre, la JAXA a lancé depuis l'Ushinura Space Center une fusée Epsilon construite par l'entreprise Aihi Aerospace. L'objectif était de déployer en orbite le satellite de démonstration RAISE 3 ainsi que de d'autres petits CubeSats. Néanmoins, 388 secondes après le décollage, un ordre d'autodestruction a été transmis à la fusée suite à une trajectoire non nominale. Mais la semaine dernière, les autorités nippones ont publié un premier rapport indiquant que 4 des RCS du deuxième étage manquaient de pression, ce qui a entraîné une dérive de sa trajectoire. Ainsi, la fusée a volé avec un décalage d'angle de 21 degrés par rapport à la normale et contrairement aux premières informations de la semaine du lancement, l'étage numéro 3 ne s'est pas séparé. Par conséquent, les deux Epsilon qui doivent être lancés début 2023 sont pour le moment cloués au sol, le temps de trouver les causes et d'apporter des solutions pour optimiser les chances de réussite. C'est le grand rush au Japon. La semaine dernière, la JAXA a rapporté que Mitsubishi Heavy Industries a ajouté une coiffe au corps central de la fusée H3. Cette coiffe est actuellement vide en raison des tests à venir de mise à feu sur le lanceur. Mais ces prochaines semaines, Mitsubishi va devoir accélérer les derniers préparatifs vu que la JAXA vise un lancement avant la fin de cette année fiscale locale. Mais alors, pourquoi ce grand rush est décisif pour le Japon? Eh bien, Ariane Group a présenté son exemplaire d'Ariane 6 destiné aux essais combinés. Néanmoins, le groupe nous a également annoncé que le vol inaugural de cette nouvelle Ariane n'aura pas lieu avant fin 2023. Cela étant dit, aujourd'hui l'objectif de la JAXA est de pouvoir décrocher de nouveaux partenariats avec l'ESA et des entreprises européennes qui ont commencé à se tourner vers SpaceX suite à un retard sur H3 et Ariane 6. Juste un exemple, l'ESA a choisi la semaine dernière Falcon 9 pour lancer ses sondes Euclid et Hera en 2023 et en 2024. Sinon, pensez-vous que le Japon arrivera-t-il à se faire une nouvelle place en Europe? N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, merci de l'avoir suivi, abonnez-vous à la chaîne YouTube pour ne rien rater, à me retrouver sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram, Discord, TikTok, les liens sont en description, et moi je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures, c'était Mathieu Mars, allez bye.